Le podcast de la CPTS Paris 8. Alors, je suis aujourd'hui avec l'association Avec nos proches, qui est une association d'aidants, et on va parler d'addiction. Et je reçois Marie Mayer, bonjour, Bonjour. et Nicolas Dalibard. Bonjour. Épisode numéro 2, Marie Mayer, vous êtes aidante. Comment devient-on aidante ? Alors, donc moi, je suis Marie, j'ai 38 ans et j'ai été aidante. Je ne le suis plus actuellement parce que mon conjoint est guéri. J'ai été aidante il y a environ 4 ans de mon conjoint qui a fait un burn-out et qui s'est plongé dans l'alcool pensant s'en sortir. Donc aujourd'hui, il est totalement guéri. Donc en fait, il a eu des phases où du jour au lendemain, il ne s'est plus du tout levé. Et donc, je l'ai fait hospitaliser et à force, en cherchant, j'ai compris qu'il se levait la nuit pour boire de l'alcool. Donc, ça le plongeait dans une léthargie, en fait, et il n'arrivait plus du tout à se lever. Et donc, moi, franchement, au début, je ne me voyais pas du tout comme aidante. Ce terme-là, je ne le connaissais quasiment pas. Et j'étais juste une compagne qui essayait d'aider la personne qu'elle aime tout naturellement. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de temps, que mes pensées, mes émotions, en fait, étaient continuellement tout tourné autour de cette addiction. Et donc, je me suis renseignée, je me suis documentée sur la psychologie et principalement sur l'addiction. Et c'est en me documentant que que j'ai trouvé l'association d'Avec nos proches. Donc, je me suis renseignée et je me suis retrouvée dans leur récit. Et je me suis dit, tiens, en fait, moi aussi, j'ai été aidante. Et c'est en rencontrant l'association que vous avez réalisé que vous étiez que j'étais aidante. aidante. Et mettre un mot sur ce que j'ai vécu, moi, ça m'a fait quelque chose, en fait. Voilà. Et à la fois, ça m'a aidée à comprendre ce que j'ai vécu, mais aussi à réaliser que j'avais le droit à par moments, être fatiguée, en avoir marre, et que je devais poser des limites aussi pour pouvoir pour aider mon proche. Parce que c'est difficile aussi... Oui. Non, surtout pas de pardon. En fait, j'ai une question, c'est-à-dire que lorsqu'on est aidant sans le savoir, Oui. le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire exactement. Non. Voilà, vous avez un problème par rapport au quel comportement avoir quand il est en colère, quel comportement avoir quand il dort et qu'il ne veut pas se lever. Ouais. Voilà. Et est-ce que l'association vous apporte des outils, en fait, pour vous aider, vous, aidante ? Alors, l'association, en fait, on est bénévoles, donc on est des bénévoles écoutants. Et lorsque un aidant nous appelle, ça lui permet de déposer, en fait, des mots sur ce qu'il vit. Nous, il peut se décharger. En fait, ça permet de l'accompagner sans jugement, sans lui dire « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». On n'a pas de solution concrète à lui apporter, mais on est juste là pour qu'il se décharge. Moi, je sais que si j'avais connu avec nos proches au moment où j'étais dans cette situation-là, ça m'aurait beaucoup aidée. Voilà. Et il faut aussi comprendre que, je pense principalement dans l'addiction, ce n'est pas forcément, on n'est pas aidant parce que c'est un devoir familial. Comment dire, il faut comprendre que ça a un réel impact. Nous, notre aide a un réel impact sur la personne. Voilà. Je comprends. Voilà. Et que l'aidant a lui-même besoin d'être aidé. Donc, oui. L'écoute de vos pairs est importante. Ouais, pour moi, l'écoute entre pairs, c'est essentiel. Ça devient même, je trouve, un pilier pour l'aidant. Ça lui donne la force de tenir quand parfois il a envie de tout envoyer balader. Ouais. J'ai déjà eu, lors d'écoute, des gens qui me disaient « là, je n'en peux plus, je suis fatiguée ». Donc, d'avoir en face aussi... Alors, c'est anonyme. Donc, d'avoir en face quelqu'un qui est neutre, alors ça, je trouve que c'est très apaisant. Et pour moi, c'est essentiel. On n'est pas aidant pour une semaine, un mois.
ça peut durer des années parfois. Oui. Comment relancer en fait? De se faire aider et de parler. La communication, elle est très importante. Et c'est pourquoi de pouvoir avoir une écoute en fait avec une personne en face qui est anonyme, qui est neutre, qu'on ne connaît pas, ça ouvre la discussion. Il n'y a pas de jugement. On ne lui dit pas tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Chacun explique son expérience tout en bienveillance. Ça permet de se sentir moins seul et parfois d'entendre d'une autre personne j'ai ressenti la même chose, je vous comprends. Il peut y avoir un déclic ou pas, mais ça permet de se sentir moins seul et de déculpabiliser aussi. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité dans la maladie de l'addiction. Parce que ça touche le malade, mais énormément. Et ce sentiment de culpabilité peut être un frein aussi à la guérison. Hein. Ah oui, bien sûr. Après, moi, dans mon cas, mon conjoint, ce qui l'a aidé, c'est la détermination et l'acceptation. Une fois qu'il a accepté qu'il avait un problème d'alcool, voilà. Il n'était plus dans le déni. Il n'était plus dans le déni et il s'est laissé porter, il a accepté de se faire aider. Après, moi aussi, j'ai dû accepter. Ça a été un long travail, mais du coup, ça nous permet aussi de travailler sur cette culpabilité. Donc, si je comprends bien, il y a une bienveillance de la part de tout le monde, à la fois. Oui, c'est nécessaire. Je pense que sinon, on peut pas aider. Enfin, pour moi. Merci beaucoup, Marie, pour ce témoignage. Et maintenant, on va passer à Nicolas. Alors, Nicolas Dalibard, qui est lui qui a été aidé. Oui, aidé pendant toute ma maladie, mais même aidé et continue d'être aidé pendant mon rétablissement. Ça fait 10 ans maintenant que je suis abstinent alcool et cocaïne. Et quand on évoque l'entourage, ce récit, moi, m'a rebouleversé en l'écoutant parce que, du coup, je me suis replongé dans mes entourages, parce qu'on pourra faire la distinction peut-être entre les entourages amicaux, familiaux, parfois professionnels. Mais cette détresse, oui, on l'entend. Cette détresse, elle nous fait... elle nous rend la vie encore plus difficile quand on est dans la maladie, parce qu'on le voit bien, hein, on parlait du déni, on en reparlera peut-être, mais malgré ce déni, en réalité, on est un peu au fait des conséquences, hein, quand vous allez planter un énième repas familial, quand vous empruntez, voire vous volez de l'argent à votre frère parce qu'il faut financer une consommation. Il y a beaucoup de honte, hein, qui se met là, et on reparlera peut-être justement de la bienveillance, mais c'est vrai que quand l'entourage, qui est finalement le premier spectateur des conséquences, hein, de cette maladie, hein, quand on définit l'addiction, il y a une des définitions qui dit que c'est un comportement qui s'emballe, hein, qui échappe au contrôle de l'individu et qui persiste malgré les conséquences dans sa vie. Les conséquences, quand on parle de l'addiction, elles sont... Alors, on pense évidemment aux conséquences sur la santé physique, la santé psychique, et puis il y a les conséquences sur l'environnement. Et dans l'environnement, en général, les premiers qui constatent, c'est... le frère, le conjoint, la famille, ou un cercle amical très proche. Et c'est là où on peut se dire, mais au fond, cet entourage, comment est-ce qu'on peut d'abord l'équiper? Et Marie évoquait le besoin de s'informer. Informer, c'est essayer de comprendre un petit peu ce que cette maladie, comprendre les produits, comprendre les raisons pour lesquelles une personne pourrait être amenée à consommer. Comprendre aussi cette dynamique, hein, qui est qu'au départ, on consomme plutôt pour essayer de se faire du bien. Alors, il y a la consommation festive, mais il y a aussi toutes les consommations qui viennent atténuer une souffrance, qu'elle puisse soit physique, qu'elle soit psychique. Là, je parle peut-être plus aux parents, mais on sait qu'on a une jeunesse qui aujourd'hui souffre psychiquement du fait du temps passé sur les réseaux sociaux à un moment donné où ils y étaient contraints en plus à cause du Covid. Eh bien, c'est du temps qu'ils n'ont pas passé ensemble. Et tout à coup, ils découvrent les consommations de façon groupale. Et là, les machines s'emballent. Et vous avez des parents qui ne savent plus quoi faire. Donc, aller chercher de l'information, comprendre les produits, peut-être même comprendre le langage un peu qui est associé, et puis être attentif aux signes, à ces fameux signaux qu'on a tendance peut-être, quand on est mère, quand on est père ou quand on est meilleur copain, à diminuer. C'est-à-dire, on se dit qu'il y a quelque chose et en même temps, non, c'est pas mon fils, quoi. En même temps, non, pas lui ou pas elle. Et donc, être vraiment vigilant à ces signaux-là, et parce que c'est vraiment le repérage en premier recours, quoi. Le déni, c'est-à-dire, c'est à la fois
celui qui est tombé malade, mais aussi ses proches. Absolument, il y a une double dynamique du déni. Il y a le déni de l'individu, qui, pour le coup, il est très très bien analysé et compris. C'est une mécanique, un réflexe inconscient du psyché qui consiste à remplacer une réalité par une dans laquelle on arrive plus à se supporter et à vivre avec nos défauts et parfois notre trauma. Et l'entourage est capable d'un déni. Donc c'est le déni du collectif ou le silence d'une organisation quand on parle d'une entreprise, par exemple. C'est que collectivement, on va être capable de s'adapter pour essayer de permettre à la personne en se disant mais il va bien s'en rendre compte quand même. À un moment donné, on se dit la personne, elle va s'en sortir d'elle-même, elle va se rendre compte que là, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et là, comment ça se passe? Il y a un déclic, il y a un jour quelqu'un qui dit quelque chose pour qu'on s'en rende compte ou voilà, parce que l'entourage est très hétéroclite. Il y a des gens qui vont être aidants, mais pas tout le monde. Alors, ce serait mentir que de dire voilà la formule magique pour provoquer un déclic. Un déclic, il y a plusieurs métaphores. Moi, j'aime beaucoup celle du puzzle. C'est des pièces qu'on va mettre sur un puzzle et au départ, on ne sait pas quelle est la taille du puzzle et le nombre de pièces qu'on a. Et puis un jour, effectivement, clac, il y a la dernière qui est posée. Donc, il est évident qu'un entourage qui est au contact d'une personne qui est malade, il est peut-être plus à même de savoir où appuyer pour essayer de faire changer un comportement. Il faut savoir qu'un malade, quand il est dans sa maladie, il est en permanence, il se couche le soir en disant « demain, je ne boirai pas » et il se lève le matin et il n'a pas le choix pour fonctionner. Mais il y a quand même, en dépit du déni, toute une phase où on est ambivalent. L'ambivalence, c'est un phénomène bien connu, c'est je choisis de changer ou je choisis de ne pas changer. Les fumeurs de cigarettes malheureux dont je fais partie passent leur vie à se dire mais demain j'arrête quoi. Et on a de très bonnes raisons pour. Malheureusement, l'addiction, j'aime beaucoup la phrase de Fouquet qui est un petit peu datée parce qu'elle utilise le mot d'alcoolique, mais il nous dit l'alcoolique c'est celui qui a perdu la liberté de s'abstenir de consommer. Foucault, il a écrit une très belle lettre aussi à l'entourage. Et donc, ses premières réflexions, notamment sur l'idée de perte de liberté, c'est là où on se retrouve face à quelqu'un qu'on aime. On comprend que c'est pas contre nous qu'il le fait, mais c'est bien parce qu'il est malade. Et là, ça fait une espèce d'équation très difficile à résoudre parce que quand vous retirez le produit, ça implique des comportements parfois qui sont des comportements violents. Donc, il y a un entourage qui a besoin aussi de comprendre, d'être protégé. Ça peut interroger sur jusqu'où je tiens. J'ai parfois des pères ou des mères qui m'appellent en me disant est-ce que je le mets à la rue? Parce qu'en fait, c'est apparemment la dernière solution qui leur reste. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important pour des parents de pouvoir trouver des solutions d'écoute, des partages d'expériences sur qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cette situation. Moi, je suis bien en grande difficulté face à ça. Donc, je renvoie vers les interlocuteurs compétents. D'accord. Et donc, vous êtes devenu patient expert. Ouais. Alors ça a été une rencontre étonnante. C'est l'hôpital Bichat qui m'avait accueilli pour ma 4e cure, qui était à l'initiative d'un programme de formation de patients experts. Et après 2 ans d'abstinence, la personne qui avait été d'abord mon addictologue et psychologue m'a dit, eh bien écoute, est-ce que ça t'intéresse? Et en fait, j'avais vu ces patients, je les avais rencontrés en chambre, je les voyais en groupe de parole et je me disais... il y avait un côté, j'aimerais bien être comme ça, c'est-à-dire, j'avais l'impression qu'il y avait un rétablissement vraiment serein. Une prise de recul, notamment par rapport aux conséquences sur notre environnement de la maladie. C'est les groupes d'alcooliques anonymes, ils ont dans leur tradition le fait de demander pardon. Il y a un moment donné où effectivement, quand on a mis à sac parfois son environnement personnel, social, on a envie de demander honnêtement pardon. Sauf que quand on est dans notre maladie, on multiplie les catastrophes. Rendez-vous manqués, les écarts de comportement, des situations parfois aiguës qui sont impossibles à gérer quand on est père ou mère d'un enfant qu'on voit à moitié comateux dans le couloir. Émotionnellement, ça doit être assez compliqué. Et donc, face à toutes ces situations où on a passé notre vie à demander pardon en disant oui, je ne le referai plus, il y a un moment donné où il y a ce besoin du pardon sincère. Et donc, dans cette posture de patient expert, j'avais l'impression que ça allait, dans cette formation, m'aider à mettre à distance mon vécu, pour pouvoir le concerner vivant, parce que le but du jeu, c'est aussi de témoigner de ce vécu, et en même temps, me mettre du sens, en fait, à ce que j'avais traversé. Mmh. En fait, de devenir patient expert, ça vous a aidé encore plus? Absolument. Moi, je reste persuadé, mais de la même manière que de s'informer, apprendre, comprendre, vous permet finalement de progresser dans la gestion. Je parle pour l'entourage, par exemple. Moi, ça a été aussi une façon de me protéger, de le mettre à distance, un peu comme si j'avais gagné mes galons de noblesse. Et comme ça, à force d'en parler, en fait, de toute façon, plus on en parle, plus on se soigne. Oui. Parler, c'est guérir.
Alors, c'est une maladie essentiellement centrée autour des questions du déni, du tabou, de la honte, du silence. Donc oui, c'est par la parole que commence le soin. D'ailleurs, on dit en addictologie que le soin commence à partir du moment où on en parle. Et donc, là encore, je réitère on va dire ce conseil à l'entourage, c'est n'attendez pas. Plus tôt vous en parlez, plus vous posez les conditions, je dirais, pour que la discussion puisse devenir vivante. Et notamment sur les cadres. Rappeler les cadres, ça reste... voilà. Merci beaucoup à tous les deux, Et merci à Marie et vous. Nicolas. C'était deux témoignages fantastiques. Merci beaucoup. Merci.